Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une recette de pain au levain que nous allons faire ensemble. Pour cela, deux parties, une partie plutôt théorique et ensuite une partie très pratique avec des vidéos de chaque étape. Nous attaquons la partie plutôt théorique et on va faire cette partie grâce à l'application Recette de pain maison, qui est une application Android qui va nous permettre de connaître la proportion des ingrédients, les temps de fermentation associés à vos températures. Je vais de ce pas créer une nouvelle recette. Je pars sur du pain avancé, de façon à pouvoir vraiment calibrer l'ensemble des paramètres, comme on le souhaite. Je donne nom à cette recette en haut à gauche, donc pain, levain, on va partir sur deux farines T65, T80, et puis ça sera une pousse au froid, donc je mets froid, pour me souvenir de ce type de recette. Ensuite, on va partir sur un pain plutôt boule. Ça a un impact sur les temps de cuisson, donc je préfère le préciser. Et d'ailleurs, la cuisson, on va la faire, vous pouvez le voir ici, donc on va prendre une cuisson en cocotte. Donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude de l'application, il faut vraiment cliquer sur cette petite flèche en bas à droite qui vous permet de faire afficher en fait ce menu. Bon, tant qu'on y est, on va regarder les autres options. Ici, on n'aura pas de pétrissage. On aura des rabats, et j'en ferai 3. C'est ce que je fais habituellement et ça marche plutôt bien avec ce type de farine. Voilà. Et puis on aura un après lent au froid, comme je vous l'ai dit. On part sur quelque chose de plutôt long et qui va permettre de développer en fait les goûts. Bon, le point extrêmement important, c'est la taille de votre pain, le poids de votre pain final. Moi, j'associe maintenant le levain à la recette. Donc là, je pars sur 55 grammes de levain que je paramètre comme ça. Voilà, 55 grammes de levain. On a notre farine. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres ingrédients qui auraient été rajoutés. Je pars directement sur également le sel, où je vais partir sur 1,5%, de façon à ce que ça ne perturbe pas le goût le bon goût qui est apporté par le levain. Sur des pains au levain, on réduit légèrement le sel, donc habituellement c'est plutôt du 1,8, là on part sur du 1,5. Bon, notre recette, elle est quasiment prête. Il va rester maintenant à gérer les températures. Les températures, pourquoi c'est important? Simplement parce que la durée de fermentation, la vitesse de fermentation va vraiment dépendre des températures. Elle va dépendre de la température de la pâte essentiellement. Donc la farine, aujourd'hui il fait 27 degrés chez moi, donc je mets 27 degrés. Température de la pièce, idem 27 degrés. Voilà, donc là on commence à voir les chiffres qui changent. Et on va gérer en fait maintenant la température de la pâte en fin de pétrissage. Pour ça, on part sur, je pense, 25, qui est une bonne température. Lorsqu'on est sur du levain, c'est pas mal au début de booster un petit peu le processus. Donc, mettant 25, on va, grâce à l'application justement, avoir automatiquement la température de l'eau à mettre. Et donc là, ça nous indique 22 degrés, 4. Bon, on n'est pas à quelques dixièmes de degrés, mais je pense que c'est important d'avoir une idée de la bonne température à mettre, de façon à ce que votre pâtisserie soit à la température exacte lorsque vous allez attaquer la fermentation. Au cas où vous n'arriveriez pas à 25 degrés, aucun souci. Si vous avez fait une erreur de mesure ou si le calcul n'était pas optimisé pour vos conditions, pas de souci, vous changez simplement ici la température, vous la mesurez. Si vous trouvez que c'est 26, vous mettez 26. Moi ici, je sais que c'est 25, donc je pars sur 25. Si besoin, j'ajusterai. Vous avez la plupart des paramètres qui sont maintenant définis. Je vais ajuster simplement ici là, mon levain liquide qui est à 25 degrés. Je vais lui dire qu'il est en maturité 2, à savoir qu'il est à une maturité qui est presque au top. Donc on a bien eu cette phase de pousse qui a doublé le volume, voire même triplé. Mais la vitesse de pousse a été plutôt lente, donc je préfère rester sur une partie sûre où je vais réduire en fait la maturité à 2 à la place d'avoir par exemple une maturité à 3, comme vous pouvez le voir. Maturité à 3, c'est quand on est vraiment au top de l'activité. On n'est pas loin d'avoir ce que l'on veut.
Juste un élément particulier ici, bon, mon frigo il n'est pas à 7 degrés, il est à 6,5, donc je vous engage à le mesurer avec un verre d'eau et le thermomètre à l'intérieur. Et ensuite, on va également gérer ce temps d'après. Moi, je sais que je fais un après au frigo qui va durer 11 heures. Et là, normalement, on est bon. 5h20, 11 heures d'après, on est prêt à partir. Vous avez ici vos courbes qui vous montrent l'évolution de la température de la pâte au cours du temps. Donc, légère augmentation au départ, puis on va passer au frigo et donc là, on va descendre jusqu'à atteindre presque les 6 degrés et demi, ou même on va les atteindre. Vous pouvez appuyer ici, on va atteindre 6,8, donc c'est à peu près. Ici, on va être à 26,7 par rapport à la température de la pièce à 27. Et puis, bon, si vous voulez vous amuser à voir ce que ça peut donner, ben, jouez avec simplement le poids de la farine et vous allez rapidement vous apercevoir ben, que les temps vont changer parce que la pâte a une certaine inertie d'un point de vue température et donc ben, l'impact de la température ambiante va être différent. Donc là, je pars sur un exemple, hein, on va augmenter de façon assez significative le poids de la farine et vous allez voir que bien là, ça y est, on est trop fermenté. Ça veut dire que là, on a eu typiquement une pâte qui est moins sensible à la baisse de température qui va s'opérer au frigo. Et d'ailleurs, on n'atteint pas les 6 degrés, on atteint 9 degrés. Et donc forcément, il faut ajuster la température du pointage. Donc, je reviens à ce que j'avais au départ, mais c'est important que vous compreniez que chaque paramètre va influencer la durée de la fermentation. Là, je reviens sur du 550. Voilà. Et donc là, on va repartir sur les temps que l'on avait tout à l'heure. Bon, on a fait le tour. Je finis par vous montrer les éléments d'étape de la préparation que l'on va maintenant faire ensemble. Donc, prélèvement du levain, une partie phrasage qui est en fait le mix de tous nos ingrédients, une petite phase de pétrissage qui va être vraiment pour homogénéiser la farine avec l'eau et pour, on va dire, commencer à rendre extensible la pâte, lui donner un petit peu de corps. Et puis, on est parti sur la phase de pointage à 27 degrés, où on va avoir plusieurs rabats, 3 rabats, comme vous pouvez le voir ici, le dernier rabat, il est là. On façonne, on part sur 11 heures au frigo, un coup de lame pour la grigne, et puis une cuisson en cocotte, comme je vous l'ai dit. Bon, l'application est plutôt orientée utilisateur et notamment orientée sur les timers. Donc, vous pouvez lancer les étapes de fermentation et l'application va vous donner exactement les temps pour lesquels vous devez vous arrêter et passer à l'étape suivante. Mais écoutez, on est bon. Je vous remontre la recette dans son ensemble et on va partir sur la phase suivante. Partie pratique. Donc, premier ingrédient, ça va être l'eau et ensuite le sel pour se dissoudre dans l'eau. Donc là, on commence par vérifier la température de l'eau. On est à 22,4 degrés. Voilà, et maintenant, on part sur 350 grammes d'eau. Donc en réalité, je vais mettre 340. Là, il y en a un poil plus. Ça pose aucun problème parce que je rajouterai après si besoin. Ensuite, je pars sur la mesure de mon sel avec une cuillère mesureuse. On part sur 8-9 grammes. Voilà, 8 grammes 4, donc nickel. Et là, ça nous permet en fait de prendre du gros sel ou du sel de Guérande, comme vous voulez, et de le dissoudre dans l'eau. Un petit tour si vous voulez, c'est pas complètement nécessaire. En ambiante, on est à 27 degrés. Donc j'ai choisi une eau à 22,4 degrés, de façon à avoir une pâte en fin de pétrissage aux alentours de 25 degrés. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va partir sur l'ajout du levain. Donc le levain, il est là. On voit qu'il a bien bullé. Petit test de flottaison. Voilà, on voit bien qu'il flotte. Nickel. Et là maintenant, je vais passer à la mesure.
Donc là, on va partir sur ce que j'ai. Je vais adapter en fonction. Donc là, on est à... on va être sur 50 grammes à peu près. Voilà, je le finalise. Alors, ne soyez pas effrayés. Vous voyez qu'il flotte bien, hein. Donc, on a un levain qui est vraiment parfait. Voilà, là maintenant, je mélange. Donc, on est sur 52 grammes. Je vais le finir, histoire de ne pas avoir un récipient sale à la fin. Voilà, puis on profite au maximum de ce levain qui a bien poussé. Voilà, donc là, ne vous effrayez pas. Sel plus levain. Certains vont vous dire que c'est une contre-indication. Le temps qu'il va être en contact direct avec le sel est très très faible. Le sel n'est pas encore dissous. Donc aucun souci. Il ne va rien se passer de mal. Allez, donc maintenant je pars sur la farine. Voilà, là je suis sur de la, donc je vous le montre, T65. Je ne vais pas mettre beaucoup. Donc, au final, je vais chercher à avoir 550 grammes de farine. Là, en farine T65, je vais finir à 135 grammes. Et ensuite, je complète avec de la T80. Donc, exactement la même marque, T80. Donc, bien sûr en bio. Voilà, pour l'instant, pas de mélange, ça ne sert à rien. Voilà, donc là, je complète jusqu'à 550. On n'est pas loin. Voilà. Hop. Voilà, donc là maintenant qu'on a tout mesuré, je mets la balance de côté et là, simplement, on va mélanger, faire ce qu'on appelle, donc on le fait à la main, mais ça s'appelle le phrasage. C'est juste l'incorporation de tous les ingrédients. Et là, vous allez bien sûr comprendre que le levain, au final, n'est pas en contact si longtemps que ça avec le sel. Et de toute façon, le sel n'était pas dissous. Donc, aucun souci à ce niveau. Vous voyez que j'y vais doucement. Il n'y a pas besoin de trop forcer. L'idée, c'est vraiment d'arriver à une incorporation homogène. Et une fois qu'on saura cette incorporation homogène, on partira sur une première phase de pointage qui va naturellement lisser la pâte. Voilà, donc là, vous voyez, on commence à avoir une consistance intéressante, pas encore fluide, mais on n'est pas loin d'avoir atteint le mélange. Voilà. Alors moi, je le fais avec ce type de spatule, une cuillère en bois. Vous pouvez le faire avec en gros ce que vous voulez, sachant que si vous le faites à la main, c'est tout à fait faisable. Petit inconvénient, à la main, vous risquez de chauffer un petit peu la pâte. Donc en termes d'eau, il faut anticiper d'avoir quelque chose d'un petit peu moins chaud. Allez, donc parmi les instruments à utiliser, donc tout à l'heure j'ai utilisé le thermomètre pour l'eau. Là, j'utilise une spatule qui est appelée corne. Voilà, donc là, ça permet simplement de rassembler la pâte. Voilà, donc on rassemble la pâte. Donc ça vous permet de voir aussi en termes de texture qu'est-ce qu'on obtient après un simple frageage sans forcer du tout. Et vous verrez ensuite l'évolution de tout ça au fur et à mesure. Voilà, on obtient un très très beau mélange. On est très bien. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement mesurer notre température de pâte. On est à environ 25, donc ça varie un petit peu autour de 25. Donc c'est conforme à ce que l'on avait mis dans l'application. On va pouvoir continuer sereinement la suite de la recette. Donc comme vous le savez, le pointage, l'objectif c'est d'avoir une pâte qui soit développée et qui soit au bon niveau d'extensibilité et au bon niveau d'élasticité. Donc on regarde en tout début de notre pointage, juste après un simple phrasage, donc il n'y a pas du tout eu de pétrissage. Donc là je vous indique l'heure, il est 4h30. Donc 4h30, on est en début de pointage et je vous montre
le type de réseau qu'on a déjà. Voilà, ici, il n'est pas du tout développé, mais voilà, ça vous donne une idée de la texture en début de pointage. Ça vous donne aussi une idée de la façon dont la pâte est lissée. On voit qu'elle n'est pas encore lissée, et vous allez voir dans quelques instants, mais demi-heure après, vous allez commencer à voir l'évolution. Donc je vais couvrir. Donc là, je couvre de façon à ne pas sécher la pâte. Voilà, et puis je laisse sa température ambiante, je vous rappelle, 27 degrés. Donc voilà, il y a eu à peu près demi-heure de pause. J'enlève la protection, et là, on va regarder l'évolution de la pâte. Donc on voit quand même qu'elle est un petit peu plus lisse, ici. Et puis on voit qu'on commence à pouvoir faire un test de type fenêtre. On n'y est pas encore, loin de là, mais on voit qu'on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment elle est en termes de lissage. On voit qu'elle n'est pas du tout encore lisse. Elle est mieux, mais elle n'est pas encore lisse. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment un des critères qu'on va chercher à regarder. Et ce qu'on va faire juste là maintenant, je la tourne pour vous montrer ce que ça donne. Donc elle est quand même bien bombée, elle ne s'aplatit pas. Ce qui veut dire qu'on a un bon dosage d'hydratation. Donc on est plutôt très bien. Allez, donc j'ai amené un récipient avec de l'eau fraîche, car la température de pièce est déjà assez élevée, 27 degrés c'est assez élevé. Donc là, je me suis trempé les mains dans l'eau, comme ça je renouvelle, et là, je vais simplement commencer à décoller la pâte du fond, de façon à pouvoir après la travailler en faisant des rabats. On va voir les différents types de rabats que l'on peut faire. Donc là, tout est décollé. Je retrempe. Et là, on va simplement faire voilà, un rabat comme ça. Donc, rabat dit escargot, puisqu'en fait, on va l'enrouler comme un escargot. Voilà, je me suis mal mis de côté. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un rabat de type escargot. Voilà. Ensuite, là, je fais des rabats un peu plus comme je le fais au centre. On n'est pas vraiment sur du rabat, on est plutôt sur du travail de la pâte. Voilà, et on voit que la pâte commence à vraiment prendre forme. Après les rabats escargots, là je vais un petit peu étirer la pâte, mettre la main au centre, et là en fait on procède au final à un étirage de la pâte qui va lui donner de l'élasticité et de l'extensibilité. Et on voit que la pâte est très vivante là, puisqu'elle bouge toute seule. Ça c'est un critère extrêmement important. Et là, on rabat vers le centre, ça lui donne ce qu'on appelle de la force. En fait, c'est en réalité de l'élasticité, puisqu'on voit qu'elle bouge. Là, je finis par simplement la remettre en place sous forme de boule. Et vous voyez un point extrêmement important, c'est que la pâte n'est pas lisse. Vous voyez ici, la pâte n'est pas du tout lisse, ce qui veut dire qu'elle n'est pas prête pour la phase suivante, qui sera la phase d'après. Donc, on va continuer avec des rabats pendant au moins 2 ou 5 heures, avec entre 30 et 45 minutes d'écart. Voilà. Voyez un point intéressant, c'est quand je mets de l'eau dessus, la pâte, elle va avoir tendance à se lisser. Ce qui veut dire que mon taux d'hydratation était peut-être un petit peu juste. Voilà, donc ça permet en fait de réajuster le taux d'hydratation en fonction de ce que vous voyez. Voilà. Allez, donc je repars, je recouvre. Et on repart sur demi-heure 45 minutes, sachant que là, il est à peu près 5 heures. Il est maintenant 17h45, donc là, on vient de passer 45 minutes. On va découvrir comment est la pâte. Donc j'ai toujours mon bol avec de l'eau, je vais mouiller mes doigts et on va découvrir comment est la pâte. Vous voyez qu'elle est quand même complètement différente. Je vous laisse voir. Donc là, on est vraiment pas mal avancé au final. Donc là, ce que je vais faire, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais racler le bord de façon à avoir plus d'accroche sur les parois en dessous et sur le côté. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, hop, donc je le fais avec les mains qui sont vraiment très bien humidifiées. Ça permet en même temps de réhydrater la pâte. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au départ,
c'est pas la peine de mettre trop d'eau parce qu'en fait au final on va en rajouter. Donc là je fais typiquement un rabat comme ça. Alors je sais pas comment il s'appelle, si c'est escargot ou autre. Voilà. En tout cas, vous voyez que la pâte elle est extrêmement lisse. Voilà. Donc là en fait à partir de là il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup plus toucher. Voilà. Donc là on est vraiment pas mal. Un petit coup de plus. Et regardez, là c'est intéressant. J'y suis allé un peu trop fort et la pâte s'est déchirée. Donc ça c'est un cas intéressant. Donc là c'est pas grave. Il n'y a aucune conséquence à ça. Je vais la remettre en place. Donc c'est un cas où on se rend compte que la pâte est encore un petit peu fragile, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore arrivé au bout de notre phase de pointage qui, pour rappel, a pour vraiment objectif d'aller faire le réseau glutineux aussi solide que possible pour capturer ensuite les gaz et ensuite donner du corps à la pâte, donc ce qu'on appelle aussi de la force, à savoir un compromis entre de l'élasticité et de l'extensibilité. Donc vous voyez la pâte là, elle est revenue ensemble, donc ça c'est plutôt bien. Et puis je vais la relaisser tranquillement, on est bien sur une boule. Donc vous voyez, c'est un bon critère pour savoir que notre pointage n'est pas du tout fini, puisque notre pâte est encore fragile, le réseau il est encore incertain. Voilà, donc je recouvre et je repars pour 45 minutes. J'ai en tête que le pointage va durer aux alentours de 6 heures. Donc là maintenant on redécouvre 6h45. Donc là je l'ai bien laissé. Alors on voit que le réseau il est bien lisse. Par contre ce qu'on voit aussi c'est que la pâte s'est un petit peu affaissée. Alors on va regarder le réseau. Donc, le réseau il n'est pas encore, oh là là, voilà, il n'est pas encore bon. On voit qu'il a, oh là, ouais, il va falloir faire attention parce que le réseau est en train de s'effondrer. Voilà, donc là je remets un petit coup. Voilà. Donc, je remets un coup pour qu'il se retende un peu. Voilà. Là il s'est retendu, c'est pas mal. Voilà, là on est pas mal. Maintenant je vais décuver. Pour ça je mets un petit peu de farine. Je prends ma corne et là je décuve. Alors pour décuver, vous allez voir c'est pas très compliqué. Juste un petit coup comme ça. Vous raclez bien autour. Voilà. Et puis on va juste donner un tour à la pâte pour qu'elle soit en forme de boule. Là on racle un peu. Voilà, pour tout avoir, pour tout récupérer, ça ne sert à rien de gâcher. Voilà, donc là on y est. On a notre pâte. Donc moi ce que je fais habituellement là, hop, j'en mets un petit peu autour. Je mets un petit peu donc de farine dessous. Et là après, je vais tirer et je vais faire une boule. Alors on y est, on a fait la boule. Et vous allez voir, ça va se lisser tout seul. Voilà. Et donc là, j'utilise la corne pour éviter d'en avoir plein les doigts parce que là, la pâte est encore collante. Si elle est trop collante, à ce stade, vu qu'elle était très bien hydratée, vous pouvez fariner un peu plus si vous avez besoin. Voilà. Donc là, on a une pâte qui est vraiment bien formée. Je vais pousser encore un petit peu pour qu'elle soit lisse. Et vous voyez que la pâte là, elle a une bonne tenue. Elle va nécessiter encore de pousser, pour prendre de la force. Donc là, on n'est pas du tout en fin de pointage. Il va falloir encore un petit peu de temps. Donc là, voilà, on vient de la mettre en forme et je mets maintenant un linge pour faire la détente tranquillement. Et juste après, je redonnerai un tour. Je rajoute encore ces morceaux là. Vous voyez que je rajoute ces morceaux qui sont restés collés. Hop, là on est bon. Donc là maintenant on part sur une détente d'environ un quart d'heure. Et en fonction de comment elle sera, je referai une phase de détente en la reboulant pour lui donner de la force. Donc là l'objectif maintenant, on est sur donner de la force à la pâte,
faire en sorte qu'elle soit bien lisse. Là, on a fait une détente. La pâte n'est pas trop collante. Avec les tours, on va mettre voilà, on va retourner la pâte et on va lui donner un tour. Voilà. Voilà, donc là on est pas mal. Là on fait comme si on faisait un façonnage. Donc là on voit que la pâte est souple, elle est très bien. Voilà, donc là on est très bien. Il faut faire un tour. Là elle est belle. Hein. Voilà, donc là je refais un petit peu de repos et on lui redonnera un tour juste après. Allez, il est 21h30. Je fais donc là une mise en forme pour la mise en banneton. Donc comme tout à l'heure, je farine le dessus, je retourne mon bâton. Voilà, et là maintenant, je vais procéder à la formation. Donc je tire sur les côtés, un d'un côté, un de l'autre, voilà. Et ensuite, hop, je fais un premier niveau. Ensuite, même chose, je refarine un peu sur le côté. Voilà. Et là, je repars. Même chose, donc là, attention, j'ai pas assez fariné en dessous, donc là, c'est pas grave. Tac, tac et tac. Et là, on est bon. On a quelque chose qui est bien. Voilà. Et là, maintenant, passage en banneton. Voilà, je fais la formation finale. Ok, on est bon. Alors, maintenant, le banneton arrive. Là, j'avais un petit peu fariné. Donc, vous voyez que je tire sur les bords. Et là, je vais légèrement fariner sur les bords. Voilà. Là, je fais coulisser de façon à ce qu'il n'y ait aucune accroche. Voilà, normalement, avec ce que j'ai fait, il n'y a pas d'accroche. Un peu sur le côté et on est bon. Donc là, on vérifie qu'il n'y a pas d'accroche. Là, il y a encore de l'accroche, donc on remet un petit peu de farine pour éviter simplement les mauvaises surprises. Donc là, on est pas mal. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de tension en faisant ça. Voilà. Ça, c'est une astuce qui permet d'avoir un pain qui, à la fin, est encore plus tendu, donc qui va mieux pousser. Il faut ici également faire la même chose. Voilà. Vous pouvez rajouter un petit peu de tension. Là, on fait un pincement final. Voilà. Et là, on a bien de la tension partout, de façon uniforme. Et là, vous voyez que ça colle un peu. Hop. Et au final, un petit peu de... Voilà. Et là, on est prêt. Donc, je referme voilà, mon banneton est fermé. Et maintenant, pour le final, avant de le mettre au frigo, donc vous voyez, donc là j'utilise un sachet de congélation avec une petite fermeture. Là donc je le passe tout simplement ici. Voilà, donc là on est bon. Voilà, donc là maintenant on est prêt pour aller au frigo. On est 11 heures après la mise en après au frigo. Donc là on découvre le pain, on voit qu'il est bien bombé. Donc ça veut dire que l'après c'est très bien passé, puisque l'objectif de l'après c'est vraiment d'aller donner du volume au pain. Donc c'est là que s'exprime
le gaz qui va se développer grâce à la fermentation. Voilà, donc là on découvre le pain. Vous vous souvenez, j'avais mis pas mal de farine pour éviter que ça colle. Voilà, donc là on a le pain. Et je vais maintenant le retourner. Donc je mets le pain de côté. Donc là vous voyez, j'ai un papier sulfurisé. Je vais légèrement fleurer le papier sulfurisé. De la même façon, je fleure mon pâton. Et là, j'opère le renversement. Voilà. Donc là, hop. Voilà le résultat. Donc on a un pain qui est vraiment très bien. Je mets légèrement de la farine. Donc ça permet au grignage de mieux passer. Et ensuite, là c'est un peu plus de décoration. Ça sert à rien, mais c'est juste pour faire joli. Donc là on est parti pour la grigne. Je vais faire une grigne type classique, en cherchant vraiment le développement du volume. Donc vous voyez la lame, donc elle n'est surtout pas à la verticale, elle n'est pas non plus à l'horizontale, elle est à 45 degrés par rapport à la surface. Donc la surface étant comme ça, si je fais 45 degrés, on est comme ça, donc on est quasiment horizontal. Donc on y va, je fais une grigne plutôt rapide, comme ceci. Voilà. Donc là on voit que le pain il est plutôt très bien développé. Alors, ça va s'ouvrir au fur et à mesure, donc je le laisse comme ça. Et là maintenant je procède à la suite, à savoir la mise dans le pot. Donc la cocotte a passé 1 heure à 245 degrés au four. Donc là je l'ouvre. Donc attention, tout ça c'est très chaud. Et voilà, c'est fait. Et pour obtenir une croûte la plus croustillante possible, je rajoute 3 petits glaçons. Voilà, on est bon. Et là, je referme. Une fois refermé, on enfourne. Voilà, donc après 25 minutes, voilà ce que ça donne. Donc évidemment, le pain n'est pas encore cuit. Par contre, on voit qu'il est déjà formé. Allez, donc je remets au four pour 15 minutes de plus, à 235 alors qu'il était à 245. Voilà ce que ça donne. Donc là, ça vient de passer un quart d'heure de plus à 235. Vous voyez ce que ça donne. Donc le pain, il est parfaitement formé, presque cuit. Donc là, ça va repartir sur 10 minutes et je vais baisser un petit peu à 220 pour éviter qu'il soit brûlé, et je vais surtout aérer le four de façon à quand même sécher un minimum l'intérieur de la mie. Donc là maintenant, opération avant de le remettre, il faut enlever le pain de la cocotte. Pour ce faire, hop, je prends un peu de précaution. Voilà ce que donne le pain qui va repartir au four. Donc dernière étape, reçuage. Voici ce que ça donne avec le pain juste sorti du four. Donc là normalement, on devrait entendre le pain chanter. Test classique, vous pouvez, si vous voulez, vous entendez le bruit creux. Bon, attention, le pain est quand même relativement chaud. Vous voyez que là, la grille est quand même bien définie. Allez, donc dernière étape, la plus compliquée, celle de la découpe. On découpe, on tranche le pain. Il a reposé à peu près 2 heures à température ambiante. En ce moment, entre 25 et 27 degrés. Voilà, donc à chaque fois, c'est la surprise. Donc là, on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a une mie qui est très aérée. Il n'y a pas des trop gros trous. Je ne pense pas qu'il y ait de trop grosses imperfections. Ce qui est intéressant, c'est de noter la partie nacrée ici, voilà, qui signifie qu'on a une belle mie, une belle fermentation. Donc on est plutôt pas mal. Si je regarde l'aspect souplesse, on a un pain qui est souple et qui revient, qui croustille.
une belle cuisson également. Ça aurait pu être un peu plus cuit ici. J'aurais pu laisser 5 minutes de plus. Voilà, après ça dépend des goûts.